avec la Fondafip, la FIGES, la Revue française des finances publiques que monsieur le professeur Bouvier dirige, et le cycle des mardifs, qui est un cycle de conférences qui a traditionnellement lieu les mardis. Et je tiens à dire que nous fêtons finalement deux anniversaires. Le premier, c'est que la Revue française des finances publiques en est à son 140e numéro. Donc, joyeux anniversaire. Je dis aussi joyeux anniversaire au cycle des mardis, parce que c'est la 120e édition. Donc, effectivement, on a un rendez-vous commun qui est un anniversaire commun. Et à titre personnel, je tiens aussi à dire que dans cette salle, il y a 25 ans, j'étais venu au titre de la Commission européenne en tant que jeune administrateur et je présentais les financements européens qui, à l'époque, étaient une sorte de financement alternatif au financement français, et qu'aujourd'hui, c'est ma dernière conférence que je fais dans cette salle, mais non pas parce que je pars en tant qu'administrateur de la région Île-de-France, c'est parce que l'institution régionale va déménager dans 2 mois, et que donc c'est notre dernière conférence ici, dans cette célèbre et fameuse salle de l'ouvrier du Conseil régional d'Île-de-France. Voilà. Alors je tiens à remercier tous les intervenants qui ont fait le déplacement de la France pour venir sur ce sujet anniversaire et de le débattre cet après-midi. Et je remercie également tous les participants, à la fois mes collègues de la région, à la fois les collègues des finances, des ministères, des institutions, des cours des comptes, je ne peux pas tous les citer, mais en tout cas nous avons un sujet intéressant à traiter cet après-midi, qui fera l'objet d'ailleurs d'une publication, je pense dans le 141e numéro, 142e, de Revue française des finances publiques, et qui fera un peu la synthèse de nos approches sur ce sujet des financements innovants. Alors, pour présenter en une dizaine de minutes un petit peu le cycle de nouveaux financements que nous avons fait dans le cadre des mardifs du Conseil régional d'Île-de-France. Bon, les mardifs existent maintenant depuis 8 ans. Nous avons traité alternativement de la question des financements. Pourquoi? C'est parce que, à côté des financements traditionnels dont bénéficient les collectivités, l'État, eh bien, nous devions bien réfléchir dans un contexte d'endettement important de la France, dans un contexte de rareté de la finance publique. Nous étions bien conscients qu'avec aussi le problème de la baisse de l'autonomie financière, notamment des conseils régionaux, du fait même des nombreuses lois qui ont eu lieu, aujourd'hui, on sent bien que nous avons besoin de réfléchir à de nouveaux financements. Alors, à l'époque, n'existait pas le terme mode alternatif des financements. On parlait plutôt de nouveaux financements parce que cela englobait peut-être une réflexion beaucoup plus large qui traite un petit peu du financement de l'ensemble des projets, qu'ils soient publics ou privés, enfin, de façon plus large et peut-être aussi plus expérimentale que ça n'est arrivé aujourd'hui. Alors, ce cycle des nouveaux financements, à 7 ans, il constitue un ensemble de conférences et d'études sur ces modes alternatifs du financement des politiques publiques. Et on a traité le mécénat, on a traité le financement participatif, les fonds de dotation, et puis aussi, parce que l'Europe en est à l'origine, les instruments financiers, puisque la région expérimente aussi, dans le cadre des fonds européens, les instruments financiers qui ne sont donc pas un mode de financement classique, qui est sous le mode recette de l'impôt, redistribution sous forme de subvention, mais sous la forme de prêts et de garanties. Et donc, je commencerai par dire que la question des modes alternatifs de financement, elle a quand même une origine, et en tout cas un point commun qu'on ne peut pas masquer, c'est la crise de 2008. Alors vous direz, pour le mécénat, effectivement, on peut remonter à l'Empire romain, on peut remonter à Mécène, on peut remonter au duc de Bourgogne qui était des mécènes, mais enfin, ce qui nous a quand même enclenché la question, ça a été les lois de 2003 à 2006, notamment la loi Aillagon de 2003 sur le mécénat, qui est un dispositif un des plus avantageux qui existe en Europe. Il y a peu de gens qui savent que finalement les Français ont une loi du mécénat qui tient vraiment un exemple au niveau européen et international.
Et puis, on a eu des lois comme les fonds de dotation, les lois sur les financements participatifs, et tout cela dans un contexte de raréfaction des ressources publiques et de crise de 2008, et un endettement public très important, et aussi un contexte qui fait que, par exemple, la question du commerce extérieur, qui depuis 10 ans a quand même décroché, donc nous interroge sur comment, alternativement, on peut financer nos politiques publiques. Et il y a deux autres contextes qui sont très importants selon moi. Le premier, c'est le besoin de s'adapter à un contexte européen et mondial, parce que, en fait, les modes alternatifs de financement public, eh bien, on est en train de les importer. Hein. Il faut tout de même voir que le premier mode alternatif a été anglo-américain, aussi australien, que l'Europe du Nord est beaucoup plus avancée sur ces questions de financement alternatif, et que la France, bon an, mal an, a un historique de 10 ans, 15 ans, mais pas plus, sur ces questions de financement alternatif. Tandis que les autres États ont un historique beaucoup plus long, qui date finalement des 25 ans auxquels je faisais référence sur les conférences de financement que je faisais avec la Commission européenne, puisqu'on voit qu'à partir de 1980-1982, l'Allemagne, la Suède, l'Angleterre étaient déjà sur ces questions de financement alternatif. Et puis, la question qui est très importante dans le contexte plutôt français, c'est pas seulement d'avoir importé ces réflexions des modes alternatifs de financement, c'est aussi d'adapter notre droit public et privé, parce qu'on voit bien qu'on ne peut plus continuer de cloisonner le droit public et le droit privé sur le mode des financements publics, comme on l'a confortablement fait pendant des années, en tout cas jusqu'en 2007-2008, et qu'il faut bien matérialiser cette restriction des financements à travers le droit des contrats, à travers la révision de la fiscalité, adapter la fiscalité, et donc cette question du dialogue public-privé est tout à fait fondamentale. C'est pourquoi, avant que monsieur le professeur Bouvier, que j'ai le plaisir vraiment au nom du Conseil régional d'accueillir, et monsieur le président Salini, qui est le président des finances de la région Île-de-France, en ce moment même est en train de présenter son budget dans l'hémicycle du Conseil régional à même pas 50 mètres, et qui aura le plaisir de venir vous saluer, monsieur le professeur, et l'ensemble de l'auditoire. Je tiens tout de même à dire que dans le budget du Conseil régional d'Île-de-France, il n'y a pas de mode alternatif de financement. C'est-à-dire qu'on reste dans du financement tout à fait traditionnel et classique, et combien même, vous voyez que j'ai pu porter ce sujet pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans, nous en sommes toujours et encore à une phase expérimentale des choses. Aujourd'hui, il n'y a que 21 millions d'euros dans le cadre des 5 milliards de budget régional qui font l'objet d'une expérimentation de mode alternatif de financement. Donc vous voyez, nous sommes vraiment dans une petite goutte d'eau, même combien même elle est belle, elle est parfaite, elle est pure et elle est intéressante à étudier, nous ne sommes encore que dans un aspect expérimental des choses. Voilà, alors ça c'est le premier point qui est important, c'est de voir, et nous allons avoir toute une série d'échanges entre nous sur les différents thèmes que nos brillants orateurs vont présenter cet après-midi. Je voudrais dresser les conditions pour lesquelles il faudrait avoir du mode alternatif. C'est-à-dire, avant de nous lancer dans la réflexion de la présentation sur le mécénat, le fonds alternatif, les recettes de la propriété immatérielle, etc., etc., nous allons avoir des exposés très techniques, nous allons avoir des débats très denses. Je voudrais simplement, et je ne peux pas résumer toutes les conférences qui ont été faites, mais selon moi, vous donner les 5 conditions, disons les 5-6 conditions qu'il faut pour que tout ce qu'on va présenter cet après-midi va réussir. Premier point, et c'est très important, les nouveaux financements ou les financements alternatifs ne remplacent pas les financements traditionnels. C'est très important à dire parce que les élus ne le comprennent pas toujours. Lorsque l'on parle, et je parle par expérience, ayant géré les recettes de la région pendant 4 ans, lorsque je viens avec mon sujet, les modes alternatifs de financement, on me dit « Ah, M. Brenner, quand même, etc. » Vous comprenez, on en a peur parce qu'on craint que cela va remplacer le financement traditionnel. Ça n'est pas exprimé, mais c'est ressenti. Et c'est quelque chose de très fort d'expliquer que non, ça ne remplace pas le financement traditionnel,
il est bien là, nous avons bien les règles qui vont avec, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même voir de près. Et donc, il ne faut pas éviter le débat, parce que le risque, c'est d'éviter le débat. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est ce rapprochement public-privé, qui est indispensable. Et nous nous sommes vraiment toujours efforcés d'associer les métiers des finances publiques avec les métiers des finances privées. Et j'ai le plaisir d'accueillir non seulement tout à l'heure le président Salini, qui est la version ou la face publique du budget, mais M. Giordano, qui est le rapporteur des finances et qui est expert comptable dans sa vie de tous les jours. Et donc ce dialogue public-privé est fondamental quand on aborde la question des modes alternatifs de financement. Ensuite, la troisième condition, qui à mon avis va se retrouver dans toutes les thématiques que vous allez traiter cet après-midi, c'est l'idée, et je la trouve, elle est fondamentale, parce que si on ne l'a pas dans l'esprit même d'aborder les financements alternatifs, à mon avis, on passe à quelque chose de très important à côté. C'est le management mode projet et c'est la culture de programme. On ne peut pas aborder cette question si on n'a pas le management mode projet. Il faut avoir une culture de projet, rechercher la qualité du projet, et c'est la qualité du projet qui va vers le financement alternatif. Vous voyez ? Et cette culture de programme, elle est fondamentale, surtout nous, dans le public, qui n'avons pas nécessairement les réactions, quand on gère 5 milliards d'euros, qui n'avons pas nécessairement la réaction culture de projet. Vous voyez ? Donc on a plus une logique de redistribution des finances, mais elle est au cœur de cette question. Et ensuite, c'est aussi la recherche du modèle économique de ces projets. Parce que très souvent, quand on aborde le mécénat, le financement participatif, et puis bien d'autres modes de financement, y compris les instruments financiers dans la définition de Bruxelles et du FEDER, il faut assurer la viabilité de ces projets. Ça n'est pas un feu de paille, les modes alternatifs des financements publics. Souvent, on pense que c'est juste pour faire un coup, sur un investissement, sur un projet. Eh bien non, il faut réfléchir aussi comment on peut rendre viables les projets qui bénéficient du financement alternatif afin qu'ils deviennent un modèle autonome de financement par la suite. Et cette question le mode alternatif de financement n'est pas un feu de paille, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, de raisonner plutôt dans le moyen terme ou dans le long terme. Et enfin, et ça c'est bien français, je dirais, quand on voit la panoplie qui n'est pourtant pas, qui ne dépasse pas 300 millions, 500 millions, 800 millions dans les dons, les mécénats, le financement, etc., il faut qu'on raisonne au-delà de la question, ça n'est pas qu'une dépense d'investissement et d'équipement. Parce que ce qui nous rassure dans la question du mode financement alternatif, c'est de se dire, ah ben oui, on va faire un don, mais c'est pour une restauration de patrimoine, c'est pour un type de financement qui est finalement toujours globalement concerne à 75% le type de l'investissement, de l'équipement durable, alors qu'il y a aussi de la dépense non durable et aussi de la dépense de fonctionnement. Les pays étrangers ont en tout cas une plus grande, je n'ose pas dire clairvoyance, mais en tout cas flexibilité à utiliser le mode alternatif pour toutes sortes de dépenses qui ne sont pas que la dépense d'investissement que l'on a tendance à mettre un petit peu en épingle dans les modèles français. Voilà. Et enfin, je voudrais conclure sur quelque chose qui me paraît important, c'est le besoin d'expérimenter et c'est le droit d'expérimenter les modes alternatifs. Là encore, on n'est pas encore dans la maturité du public, des collectivités locales, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte du contexte fiscal, on a une crainte du don, du régime, etc. Hier soir, j'étais avec le président de Christie's Paris, qui m'a, au sujet de l'attractivité de l'Île-de-France, et dans un contexte de Brexit, et il m'a pris le cas du marché de l'art ici en France, on hésite à faire des dons, à faire du mécénat, à faire du financement participatif à cause du contexte fiscal, qui n'est pas forcément favorable. Et donc cette question sous-tend la question des modes alternatifs de financement. On a besoin non seulement d'y réfléchir sur ce contexte fiscal, de l'exposer, de l'expliquer. Il nous a pris l'exemple du droit de suite dans les ventes d'œuvres d'art, par exemple, mais on a un véritable besoin d'expérimenter. Et depuis les lois Raffarin
de la décentralisation, où on a donné le droit d'expérimenter des collectivités locales. Mesdames, messieurs, 15 ans plus tard, nous expérimentons très peu. Expérimenter les 21 millions dont je vous ai parlé dans le budget de la région Île-de-France a été vraiment, vraiment très difficile à mettre en place. Donc, il faut trouver un mode de fonctionnement des modes alternatifs, et ça, c'est une condition de fond, me semble-t-il, oser l'expérimentation, parce que sinon, on n'en apprendra jamais rien. Voilà. Alors, je voudrais simplement terminer sur un mot, qui est, après avoir fait autant de conférences sur ce sujet, il faut qu'on converge vers un exercice de pragmatisme. Et peut-être, justement, c'est ce que nous apprendront peut-être les anglo-saxons, les Allemands, l'Europe du Nord, qui ont expérimenté ces modes. Il faut qu'on soit pragmatique dans l'exercice de la recherche du mode de financement. Bien sûr qu'on va essuyer des plâtres, bien sûr qu'il y aura des échecs, bien sûr qu'il y aura des incompréhensions, mais c'est l'aspect pragmatique des choses, et je le dis avec d'autant plus de plaisir, monsieur le professeur, que, étant plutôt un praticien des finances que finalement un universitaire, c'est aussi un petit peu pour avoir cette tension entre la réflexion d'un côté et l'action de l'autre. Et c'est ce que je voudrais conclure sur ce thème. Faisons de votre conférence un exercice de pragmatisme. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, je tiens à vous remercier en tout cas d'avoir choisi la région Île-de-France pour échanger et dans le partenariat sur ce sujet. Merci, monsieur le professeur. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Éric Portal, président du Conseil d'orientation stratégique de la FIGES, et je représente aujourd'hui Françoise Florent-Angba, la présidente de l'association, qui a été prise par des contraintes et ne pourra être présente, sauf peut-être en clôture, de cette manifestation. Alors, je voulais en premier lieu remercier à la fois Fondafip ainsi que la région Île-de-France pour l'organisation de ce colloque dans ces magnifiques locaux. Partenariat du reste qui, à la fois avec la région Île-de-France et plus particulièrement avec Fondafip, est assez ancien. Je m'adresse à Michel Bouffier. Partenariat que nous avons depuis une bonne dizaine d'années, je dirais, notamment au travers du prix du Master qui est décerné chaque année. Du reste, le jury va bientôt se tenir pour l'édition 2017-2018, ou plutôt 2017-2017, s'agissant de l'année universitaire sur lequel il s'appuie. Donc c'est un partenariat ancien d'une association que je représente avec Fondafip, la FIGES, qui est l'association qui regroupe les directeurs financiers, les contrôleurs de gestion et les évaluateurs de politique publique. Au-delà de ces propos liminaires, je voulais juste répondre sur quelques éléments qui ont été évoqués par Patrick Brenner à l'instant, en indiquant que nous sommes effectivement, s'agissant des financements alternatifs, à la frontière, je dirais, du droit public et du droit privé, de l'économie publique et de l'économie privée, et que cela se manifeste d'ailleurs, non pas tant par des actions directes, mais je l'évoquerai dans le cadre de la table ronde que j'animerai tout à l'heure, cela ne se manifeste pas tant donc, par des actions directes des collectivités territoriales, et l'exemple que donnait Patrick Brenner s'agissant de la région Île-de-France est de ce point de vue-là tout à fait illustratif de la chose. Cela se traduit souvent, donc autrement dit, par des actions qui sont des actions du territoire, des acteurs privés, c'est ce que je veux dire, du territoire, le tout étant favorisé néanmoins par l'intervention des collectivités territoriales, éventuellement directement, mais plus largement et plus souvent de manière indirecte. Donc c'est une problématique que nous aurons, j'imagine, à traiter tout à l'heure. En tout cas, je veillerai à ce que les intervenants de la table ronde que j'anime puissent mettre en exergue ces points-là. Voilà les quelques mots que je pouvais dire en faisant cela un petit peu rapidement, puisque j'ai pris le micro, comment dirais-je, en improvisant les choses. Voilà. Bien, merci. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Je voudrais également remercier la FIGES et remercier également tout particulièrement la région Île-de-France en votre présence ici. Et puis dire aussi que votre exposé introductif était extrêmement intéressant et je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, il faut être très pragmatique. Vous avez dit également que finalement c'était une association entre l'université et les praticiens. Je dois dire que la Revue française de finances publiques, dès le départ, quand nous l'avons créée, c'est une revue qui s'est voulue
qui a voulu associer praticiens et universitaires, faisant en sorte que les uns et les autres soient des chercheurs en finances publiques. Nous ne faisons pas la coupure parce que nous savons très bien que la réflexion, la pensée sur tel ou tel sujet qui nous concerne, bien entendu, des finances publiques, c'est aussi du pragmatisme. Je veux dire que sans réflexion, on n'est pas pragmatique non plus. Et donc, par conséquent, les uns et les autres sont nécessaires et nous avons essayé d'associer les deux dans notre revue, ce que nous avons ensuite fait lorsque nous avons créé Fondafip, où nous sommes également des chercheurs universitaires et praticiens, et puis également, dans le cas de Fondafip, comme dans le cas de la revue d'ailleurs, un centre de recherche international, puisque la plupart de nos partenaires sont de différents continents, de différents pays étrangers. On a d'ailleurs ici, je salue la délégation marocaine qui se trouve ici et qui est très, très fidèle. Merci d'être venu. Je crois que c'est important. Vous faites un énorme effort dans votre pays, et donc je vous en remercie. Donc, par conséquent, je suis tout à fait vraiment d'accord avec tout ce que vous avez dit, car il faut absolument être très pragmatique et regarder ce qui se fait chez les autres, faire du benchmarking et voir ce qu'on peut adapter chez nous et ce qu'il est possible de faire. Donc merci encore et merci aussi pour votre accueil, Patrick, parce que vous nous avez vraiment très gentiment accueillis et je sais que vous avez travaillé à la réalisation à la fois théorique et matérielle de ce colloque de façon très active et je vous en remercie. Donc par conséquent, je vais maintenant directement enchaîner sur ce que je devais vous dire dans l'introduction de ce colloque. La question que je me suis posée immédiatement, c'est celle que vous avez posée aussi, bien entendu, c'est celle de pourquoi s'interroger aujourd'hui sur la question des modes alternatifs de financement. Et vous avez parlé des nouveaux financements, et en fait, aujourd'hui, nous parlons de modes alternatifs de financement. C'est quand même tout à fait nouveau, c'est d'ailleurs le premier colloque qui a cet intitulé-là, en tout cas que je connaisse. Alors, je crois que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut quand même remonter en arrière. Vous êtes remonté jusqu'à la crise des subprimes, je remonterai un petit peu plus haut en arrière encore, car les racines, elles se trouvent dans les chocs pétroliers de 73 et 79. Je m'excuse pour mes étudiants qui sont ici. Ils m'ont déjà entendu rabâcher cela des milliers de fois. Je les vois ici, qui approuvent en sachant bien que je suis en train de leur dire quelque chose qu'ils connaissent déjà bien. Ça fait depuis une quarantaine d'années que notre société, et pas la nôtre principe uniquement, la société française, mais les sociétés dans le monde se métamorphosent, se transforment considérablement. Vous le savez, la crise de 73 et celle de 74, c'est la crise économique liée à l'augmentation des prix de pétrole qui a engendré une inflation considérable dans le monde entier et donc par conséquent qui a engendré également une crise des finances publiques avec la fermeture d'entreprises, avec le chômage qui a commencé à se développer, etc. Donc une crise des finances publiques importante. Et pendant 40 ans, nous avons vécu une période de transformation considérable. Des transformations qui ne sont pas forcément des transformations négatives. Il y a eu des transformations positives. Vous avez parlé de l'Europe qui donne un aspect positif également à un certain nombre d'aspects de nos finances publiques. Mais une société qui est en pleine mutation, en pleine transformation, en pleine transition, je dirais. Nous passons d'un monde à un autre monde et je crois que nous avons atteint le top aujourd'hui. Nous sommes vraiment dans une société qui a complètement changé par rapport à ce qu'elle était il n'y a encore que quelques années. Et cette crise des finances publiques, il faut la considérer comme centrale. La soutenabilité des finances publiques, c'est un enjeu crucial. Réduire la dette publique, réduire les déficits publics par conséquent, trouver des sources de financement public pour équilibrer les budgets, c'est une question qui travaille tout le monde, dans le monde entier. Tous les pays s'intéressent à ces questions-là, évidemment avec plus ou moins de bonheur pour les uns et pour les autres. Nous avons certains problèmes par rapport à la dette publique, puisque les derniers chiffres plus exacts que nous avons concernent la première moitié de l'année 2017,
vous le voyez sur le slide, au 31 juillet 2017, la dette publique était de 2230 milliards d'euros, ce qui veut dire pratiquement 100% de notre PIB, alors qu'en 1978, la dette publique était de 21% du PIB. Donc vous voyez, il y a quand même un petit problème. Et dans ces chiffres-là reflètent évidemment ce qui existe pour les trois aspects des finances publiques, parce que vous le savez, les finances publiques, ce ne sont pas que les finances de l'État. Les finances de l'État, c'est une partie des finances publiques, mais il y a aussi les finances sociales, les finances des collectivités locales qui forment les uns et les autres, c'est-à-dire ces trois domaines, l'ensemble des finances publiques, avec, sur le slide, vous voyez, une dette de 200 milliards pour les collectivités locales, ce n'est pas la plus importante, ça doit représenter 9% à peu près. Les finances de la sécurité sociale, 230 milliards, et les finances de l'État, qui ont la dette la plus importante, 1800 milliards. Donc par conséquent, on ne peut pas laisser filer comme cela la dette. Nous avons vécu depuis pas mal d'années avec cette idée que finalement, eh bien, il fallait garder notre niveau de vie. Et ce niveau de vie, nous l'avons gardé en nous endettant et donc en finançant cette dette, c'est-à-dire en payant des intérêts. Certes, les intérêts aujourd'hui sont très peu élevés, ils ont même été, vous le savez, négatifs, mais ça ne durera pas. Et puis de toute façon, ça n'est pas sain. Alors ensuite, des modes alternatifs de financement, eh bien pourquoi? Pour évidemment répondre aux enjeux qui sont les enjeux du XXIe siècle, les enjeux d'aujourd'hui qui sont des enjeux qui ne sont, je le répète, pas propres à la France, des enjeux qui concernent à la fois les ressources des collectivités publiques, mais qui concernent aussi les dépenses des collectivités publiques. Les ressources des collectivités publiques, quelles qu'elles soient, l'État comme les collectivités locales, comme la sécurité sociale, sont menacées aujourd'hui. Les dépenses des collectivités publiques ne vont faire, à mon avis, qu'empirer si on ne change pas un petit peu les choses et si on ne bouge pas un peu les frontières de tout cela. Vous avez parlé de la distinction droit public, droit privé, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, elle est en train de s'estomper considérablement aujourd'hui sous les effets des évolutions auxquelles je viens de faire allusion. Donc, dans un premier point, je vais vous parler du pouvoir financier local, entendu comme le pouvoir de dégager des sources de financement. Et dans la deuxième partie, j'évoquerai les nouveaux enjeux concernant les dépenses publiques, concernant les charges publiques. Donc, par conséquent, je le disais à l'instant, depuis 40 ans, nous connaissons des transformations. Nous connaissons une métamorphose de notre société, de l'État et de ses finances, de l'État en général et de ses finances, mais également une métamorphose de la gouvernance financière locale. Elle a beaucoup changé, la gouvernance financière locale. Elle n'est plus ce qu'elle était autrefois, c'est-à-dire il y a encore 40 ans, une fois encore, il y a 40 ans, eh bien, on commençait à réfléchir sur la capacité des collectivités locales à se substituer à l'État. Il y a 40 ans, c'était la crise. Et ça, là encore, dans les pays de l'OCDE à l'époque, puis ensuite dans les pays émergents ou en développement, mais au départ dans les pays de l'OCDE, on s'est interrogé sur la capacité des collectivités locales à se substituer à l'État, un État qui ne pouvait plus faire ce qu'il faisait jusqu'alors, un État qui était en train de couler, qui était en train de sombrer, qui était en proie à une crise de ses finances. Et donc on a estimé que les collectivités locales pouvaient se substituer, et là, c'était ce qu'on a appelé à l'époque une revanche du local sur le central. On a aussi parlé à l'époque de fin des Jacobins. C'est l'idée que la décentralisation allait se développer, ce qui a été fait en France, hein, avec les lois de décentralisation de 82-83, mais qui avait déjà commencé avec la décentralisation financière avant, c'est-à-dire avec la mise en place de prêts globaux à la fin des années 70, avec la mise en place de dotations globales, et notamment avec la création de la dotation globale de fonctionnement en 1979, et puis les lois de décentralisation de 82-83 ont officialisé cette décentralisation, puisque maintenant elle figure, vous le savez, au sein même de la Constitution. Donc la question de l'autonomie financière des collectivités locales a été centrale. Centrale pour la France, mais centrale aussi ailleurs.
En 1983, je le rappelle, aux États-Unis, c'était l'année du nouveau fédéralisme. On estimait qu'il fallait encore décentraliser cet État qui est un État fédéral. Donc, en conséquence, ce n'était pas une idée qui était une idée purement française, c'est une idée d'ailleurs qui s'est développée d'abord dans les pays anglo-saxons à l'époque. Alors, cette autonomie financière, cette gouvernance financière locale, elle s'est progressivement, petit à petit, trouvée menacée. Elle a été posée de façon forte au départ. C'était l'idée qu'il fallait une autonomie de gestion, c'est-à-dire une liberté de gérer les fonds dont on disposait. Au lieu d'avoir des subventions spécifiques, c'est-à-dire des subventions qui permettaient de financer telle ou telle opération et qu'il était obligatoire de financer, sinon vous la retirez, ou des prêts spécifiques, des emprunts spécifiques qui étaient là encore associés à telle ou telle opération. Et on a dit maintenant on va globaliser et on va autoriser les collectivités locales à utiliser librement ces financements, ces subventions ou ces prêts, avec un contrôle qui va se retrouver, non plus un contrôle a priori, mais un contrôle a posteriori qui va être consacré par les lois de décentralisation. Donc par conséquent, une autonomie financière qui s'est développée sur la base d'une autonomie de gestion, mais d'une autonomie fiscale aussi. Il faut savoir quand même que les collectivités locales ont été dotées d'impôts propres, mais non seulement d'impôts propres, mais avec une loi de 1980, qui est en mai-80, eh bien, elles ont eu la possibilité de voter les taux d'imposition des 4 principaux impôts directs locaux qui existaient à l'époque. Un a disparu depuis, vous le savez, c'est la taxe professionnelle, mais qui a été remplacée. Donc, par conséquent, une autonomie financière établie sur l'autonomie fiscale et l'autonomie de gestion qui paraissait à l'époque indissociable. Vous ne pouvez pas penser autrement l'autonomie financière à cette époque-là. Depuis, eh bien, les choses ont un peu changé. L'État, en proie à cette crise financière à laquelle j'ai fait allusion à l'instant, eh bien, l'État a cherché à réguler par le haut les finances publiques autour, et ce qu'il a fait qu'il a longtemps, et il tâtonne toujours, tâtonné autour d'un principe de base qui est celui de la libre administration des collectivités locales, qui est un principe constitutionnel, et d'un autre principe qui est venu plus tard avec la révision constitutionnelle de 2003, qui est le principe d'autofinancement des collectivités locales. Alors, on a tâtonné d'abord en développant certaines idées à travers différents rapports, et ça depuis 1986. En 1986, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, demande à un inspecteur général des finances, Violet, et à un contrôleur, à un conseiller maître de la Cour des comptes, Reynaud, il demande à ces deux hauts fonctionnaires d'établir un rapport sur la situation des finances des collectivités locales. Le résultat du rapport, c'est les finances des collectivités locales, les dépenses des collectivités locales évoluent plus vite que celles de l'État. Et particulièrement les dépenses de fonctionnement et particulièrement les dépenses de personnel qui évoluent encore beaucoup plus vite que celles de l'État. Alors la proposition, c'est de dire, le rapport Feuillet-Reynaud dit, mais on a un problème avec le principe de libre administration des collectivités locales. L'État ne peut pas imposer une norme de dépenses, un niveau de dépenses, si vous préférez, aux collectivités locales. Ce serait inconstitutionnel. Donc, par conséquent, il faut s'y prendre autrement. Il faut jouer sur les dotations qui sont allouées par l'État. Et donc, par conséquent, ce que propose ce rapport, c'est de dire une collectivité locale qui se comporte bien, c'est-à-dire qui maîtrise l'évolution de ses dépenses, eh bien, aura une dotation de fonctionnement supplémentaire à celle qui se comporte, selon cette logique-là, qui se comporte mal, c'est-à-dire une dotation, c'est-à-dire qui ne maîtrise pas l'évolution de ses dépenses. C'est la première fois que l'on a vu dans un rapport exprimer de façon aussi claire cette question-là, cette logique-là. Et cette logique-là s'est installée durablement, puisqu'elle a été reprise dans différents rapports par la suite, et notamment le rapport Balladur de 2009, le rapport Carrel-Steno de 2010, c'est-à-dire dans le rapport Carrel-Steno qu'il était indiqué qu'il était nécessaire de mettre en place au sein de la loi de programmation des finances publiques une évolution des dépenses de fonctionnement. Le rapport Lambert-Malfy
Et puis différents rapports de la Cour des comptes depuis 2013 qui reprennent également la même idée. Donc une logique qui considère que la maîtrise des dépenses locales doit passer par la maîtrise des dotations. La logique est assez banale, on vous donne moins d'argent et vous allez devoir vous débrouiller autrement pour financer les opérations que vous souhaitez financer. C'est là qu'interviennent les sources de financement alternatives. Si vous n'avez plus des sources officielles, il faut trouver des financements complémentaires d'un autre côté. Donc par conséquent, on peut s'interroger là-dessus. Ensuite, la maîtrise des finances locales par cette évolution des dotations, elle a été mise en pratique d'une certaine manière à plusieurs reprises. Je ne vais pas vous citer toutes ces reprises, mais disons que ça a commencé en 1996 jusqu'en 1998 avec ce qu'on a appelé le pacte de stabilité financière. Là, eh bien, c'est tout simplement une indexation de l'évolution d'un certain nombre de dotations, qu'on appelle des dotations sous enveloppe, d'un certain nombre de dotations en fonction d'une évolution des prix hors tabac. Donc par conséquent, on cale l'évolution des dotations sur l'évolution des prix hors tabac. Ensuite, en 1999-2016, on a rajouté à ce critère-là un autre critère qui était celui d'une partie de la croissance économique. Et puis on a lâché cette partie-là. Et ensuite, on a continué avec le contrat de solidarité qui est finalement revenu au départ. Et puis, il y a eu le gel des dotations qui a, vous le voyez, duré de 2011 à 2014. Et puis ensuite, une baisse des dotations pendant 3 ans jusqu'à cette année. Et là, les dotations ne devraient pas baisser, mais on a introduit des conventions, c'est-à-dire des contrats avec les 319 collectivités les plus importantes, c'est-à-dire celles où les dépenses sont les plus importantes, mais qui pourraient s'étendre aux autres collectivités. Donc par conséquent, l'idée là encore qu'il faut établir une liaison entre la dotation et la bonne conduite en matière de maîtrise des dépenses des collectivités locales. Ensuite, eh bien, un autre moyen de maîtriser les dépenses des collectivités locales qui est venu assez tôt, vous le voyez également sur le tableau, sur le slide, c'est la maîtrise des dépenses locales par la loi. La maîtrise des dépenses locales par la loi, c'est la loi de programmation des finances publiques, qui est une nouvelle loi de finances publiques qui a été introduite dans la Constitution. Cette loi de programmation des finances publiques, eh bien, qu'est-ce qu'elle a commencé par faire, celle de 2014 ? Elle a commencé par fixer un objectif d'évolution des dépenses. Un objectif qui était variable selon les années. Vous le voyez, c'était 1,2, 1,03, 1,8 et 1,9. Cette évolution, d'ailleurs, elle a été suivie sans contrainte. Hein, les collectivités locales n'ont pas dépassé ce niveau-là. Cette idée a été reprise dans la dernière loi de programmation des finances publiques, c'est-à-dire 2018-2022. Mais cette fois avec un niveau de dépense qui est fixé à 1,2 cette fois, uniformément. 1,2% uniformément, et avec une réduction du besoin de financement, l'objectif étant qu'au bout de la législature, eh bien, il y ait une baisse de ces dépenses de 13 milliards d'euros. Ce qui est mal ressenti par les collectivités locales, vous vous en doutez bien. L'idée aussi qui est reprise depuis quelques années maintenant, c'est celle d'une loi de financement des collectivités locales. Il existe une loi de finances pour l'État, il existe une loi de financement pour la sécurité sociale, et certains estiment, et nous avons organisé un débat d'ailleurs sur ce sujet-là, un colloque sur ce sujet-là, il est proposé aussi une loi de financement pour les collectivités locales. C'est une idée qui a été, pendant pas mal d'années, refusée par le ministère des Finances, et particulièrement par la direction du budget, mais qui a été maintenant revue, et ce point de vue a été revu d'ailleurs au dernier colloque que nous avons organisé là-dessus. Le budget était présent et j'ai montré finalement pas du tout hostile à cette idée-là. Maîtriser la dépense aussi par des institutions de mise en cohérence. Je l'ai dit, il y a les institutions sociales, l'État et les collectivités locales. Il n'y a pas toujours une certaine cohérence là-dedans. La commission des affaires sociales, par exemple, de l'Assemblée nationale ou du Sénat ne sont pas toujours
en relation, et je dirais même qu'elles ont très peu de relations les unes avec les autres. La commission des finances et la commission des affaires sociales devraient avoir des relations constantes, car il s'agit des finances publiques. Et donc, par conséquent, il faut arriver à mettre en place des organes de régulation qui font en sorte que se rencontrent les acteurs concernés, l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. La tentative a été effectuée en 2006 par une conférence, vous le voyez, nationale des finances publiques. Cette conférence nationale des finances publiques, elle réunissait les différents acteurs, social, État et collectivités locales, mais uniquement sur la question des dépenses. Puis elle n'a pas duré. Elle a été supprimée au profit d'une autre structure. On a essayé aussi de mettre en place des relations entre l'État et les collectivités locales sur ces aspects-là. Alors, vous le voyez, c'est plusieurs conférences des finances publiques locales qui ont été les unes et les autres assez éphémères, vous pouvez le constater. Et la dernière en date, c'est celle qui va se tenir, c'est demain, à Cahors, la conférence nationale des territoires. Espérons que ça marche, parce que je dois vous dire que moi je suis un ferme partisan de ce type d'organisation. Je crois qu'il faut se parler d'abord, et je crois qu'il faut se dire ce que l'on va faire ou ce que l'on a besoin de faire pour qu'il n'y ait pas des doublons entre les uns et les autres, et pour qu'il y ait une coordination. Il faut une coordination au niveau national pour ce qui concerne les finances publiques, comme il en faut une au niveau européen d'ailleurs. Alors, l'autonomie fiscale, par ailleurs, elle vit depuis 35 ans une période, il faut bien le dire, de déclin de l'autonomie fiscale des collectivités locales, avec une spirale des allègements fiscaux, des abattements, des réductions d'impôts, des exonérations, des dégrèvements d'impôts locaux, bien entendu, et particulièrement avec un impôt qui existait autrefois, qui existait jusqu'en 2010, la taxe professionnelle, qui est un impôt économique qui concernait les entreprises. Et donc, par conséquent, des réductions du produit fiscal de ces impôts, et donc du produit fiscal de ces impôts, et donc par conséquent un manque à gagner pour les collectivités locales, et l'État a dit je vais compenser ce manque à gagner en partie ou en totalité. Je ne rentre pas dans les questions techniques parce que selon qu'il existe des exonérations ou des dégrèvements, la compensation n'est pas la même. Mais quoi, néanmoins, si on considère les grands coûts qui ont été donnés, c'est-à-dire la taxe professionnelle d'abord, dont une partie a d'abord été supprimée en 1999, la partie salaire de la taxe professionnelle. Il y avait deux parties dans la taxe professionnelle, les salaires et les immobilisations, c'est-à-dire les équipements de l'entreprise. On a commencé à supprimer la première partie, les salaires en 1999, et on a finalement supprimé la taxe professionnelle un peu plus tard. Et puis aujourd'hui, la question des 80% de la taxe d'habitation, voire même peut-être des 100%, c'est-à-dire la suppression totale de la taxe d'habitation. Et la loi de finances pour 2010 qui a établi un nouveau partage des impôts locaux entre collectivités territoriales, c'est-à-dire entre le bloc communal qui n'a pas trop perdu, mais surtout entre le département qui a pas mal perdu, et surtout alors là, la région qui a perdu une grande partie de son autonomie fiscale. Et enfin, la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2009, cette décision du Constitutionnel qui portait sur la loi de finances pour 2010, a bien établi qu'on ne pouvait pas confondre autonomie fiscale et autonomie financière des collectivités locales. L'autonomie fiscale n'est donc pas une condition de l'autonomie financière, comme je vous l'ai dit, on le pensait dès les années 80. Donc par conséquent, dès la fin des années 90, on supprime la taxe professionnelle et on s'interroge sur la réforme du système fiscal. Ça fait des années qu'on dit que le système fiscal local n'est pas égalitaire, qu'il est inéquitable, etc. Donc on a fait des propositions à cette époque-là. J'en ai fait moi-même au ministère de l'Intérieur d'ailleurs, des propositions qui concernaient le transfert d'une partie de certains impôts d'État aux collectivités locales, transfert d'une partie de la CSG, ça fait sauter en l'air les institutions sociales, je peux vous le dire, à l'époque. Transfert d'une partie de la TVA, transfert d'une partie de l'impôt sur le revenu. Donc par conséquent, on a à l'époque estimé qu'il était nécessaire de transférer une partie des impôts d'État aux collectivités locales, ce qui veut dire qu'elles n'ont plus le pouvoir sur la décision.